Alors on va reprendre avec le deuxième panel, celui du développement de l'aquaculture marine, de ses enjeux économiques, environnementaux et sociétaux. Si Shedli Husni. Si Shedli. Si Husni. La présentation du la présentation. Si Zakaria, c'est Babouche, vous m'entendez? Oui, si on vous entend, allez-y. Oui, juste pour dire que heureusement la pause était uniquement pour 10 minutes. Toujours est-il que nous avons un panel qui va nous éclairer, aussi bien du côté de l'ANDA que du côté des professionnels par rapport à la vision et au futur du développement de l'aquaculture maritime. Les participants qui sont connectés sont déjà nombreux. Ils n'ont pas décroché. Donc, moi, je propose qu'on commence dès que le panel est prêt. Et puis, ceux qui sont présentiels se joindront à nous une fois qu'ils auront bien digéré leur café. Merci. Nous sommes déjà prêts et la parole est à Si Husni Shedli. Merci. Merci. Alors, merci pour l'invitation. Très bien. Merci à la FINIP et aussi pour de nous avoir invités à cet événement qui est très intéressant et très important du moment que l'activité où nous sommes, comme Association marocaine de l'aquaculture, est une des solutions proposées. L'activité aquacole est une des solutions proposées pour justement préserver la durabilité des ressources. Alors, je ne vais pas rappeler l'importance de l'aquaculture. Normalement, c'est une activité du secteur primaire. Malheureusement, on a tendance un peu à l'oublier parfois. C'est que c'est une activité de très grande importance. Le Covid nous a montré que les activités de production primaire sont très importantes. On peut toujours faire du tourisme, mais il faut toujours et surtout créer de la richesse. Et de la richesse alimentaire, c'est beaucoup plus intéressant encore. Alors, c'est une activité qui répond aux attentes des consommateurs, qui contribue à la sécurité alimentaire, qui crée de l'emploi. C'est une activité structurée et qui contribue au développement humain. Alors, la durabilité de l'activité aquacole, je peux la diviser sur les trois grandes parties connues et développées. La durabilité socio-territoriale, la durabilité économique et surtout la durabilité environnementale. Alors, je représente des professionnels, je vais beaucoup plus parler et développer beaucoup plus la durabilité économique. Mais il ne faut pas oublier que sans la durabilité environnementale, on est mort. C'est très clair qu'on est toujours lié à la durabilité environnementale, sachant que la durabilité socio-territoriale, c'est notre raison d'être. Et nous sommes aussi, aujourd'hui, et on va le développer plus tard, victimes de cette perception sociale qui a fait que aujourd'hui, à travers le monde, on voit l'activité comme une activité polluante, alors que ce n'est pas le cas tout le temps. On la voit comme une activité d'élevage, donc c'est une activité qui est malsaine, bourrée d'antibiotiques. C'est ce qu'on entend. Oui. Là-bas. D'accord. Ok. Alors, je disais que nous sommes aujourd'hui victimes d'une perception sociale un peu qui nous met dans une case comme quoi nous sommes une activité polluante et que polluante.
et nous produisons des produits qui sont malsains. Alors que ce n'est pas vrai. Nous sommes surtout victimes de la machine médiatique mondiale qui saute sur les scandales. Et justement, il y avait des scandales, il y en a toujours, il y en aura toujours dans tous les secteurs de toute façon. Alors pour une durabilité socio-territoriale, il faut une bonne perception sociale qu'il faut développer, un bon impact développement local et sur le développement local et national, une création d'emplois et une bonne relation avec les autres acteurs. Pour la durabilité économique, donc, il faut être efficace, donc un milieu et des techniques d'élevage adaptées, une maîtrise des conditions d'élevage, une bonne productivité, des bonnes pratiques d'élevage, une bonne rentabilité, une bonne rémunération de l'emploi. Pour assurer la pérennité, il faut résister aux risques climatiques, au changement climatique et aux risques économiques et commerciaux. Et puis, il faut toujours être à l'écoute du consommateur par une production de qualité et donner de l'information. Et on ne peut pas passer outre une bonne indépendance financière et une bonne compétitivité. Donc, je vais pas m'attarder sur la gestion de la durabilité, mais juste deux mots, c'est que normalement, l'aquaculture, quand elle est bien faite, quand elle est bien suivie environnementalement, elle peut contribuer à la durabilité des ressources aussi marines. C'est une activité qui peut affecter les fonctions et les services des écosystèmes, mais qui est aussi, qui peut être aussi victime des activités anthropiques. Donc, l'approche écosystémique de l'aquaculture qui a été lancée et qui est justement aujourd'hui, je pense, à travers l'approche marocaine de cette activité ou du développement de cette activité, nous pensons que nous sommes sur la bonne voie d'une bonne gestion écosystémique de cette activité. Nous sommes très loin, nous vivons encore dans un désert aquacole par rapport aux pays du Nord, on le voit très bien. On est loin de ça et on ne veut pas l'être. Autant que professionnel, ça ne va pas nous enchanter d'être comme cet exemple. Ça non plus. Par contre, une bonne gestion, une bonne intégration environnementale de l'aquaculture, c'est ce qui est aujourd'hui, je pense, c'est ce qui est l'objectif aujourd'hui de toute la démarche faite par l'étude des milieux, par la démarche qu'a lancée l'ANDA et que l'ANDA suit toujours. Je pense que la démarche est faite pour justement une bonne intégration environnementale de l'aquaculture. Si je veux juste résumer les attentes, donc nous avons les attentes du consommateur, les attentes de l'État et les attentes des producteurs, investisseurs. Donc le consommateur basique, il souhaite un produit disponible en quantité suffisante, un produit de qualité sain, un produit à prix bas, facile d'acquisition et des valeurs nutritionnelles et environnementales avec un suivi de la gestion des origines et des traçabilités. Mais pour un niveau avancé de citoyen, il va aller plus loin en se demandant des droits des travailleurs, la rémunération et la couverture sociale, l'activité durable et écologiquement responsable et des gages de sécurité sanitaire des produits et des qualités standards, notamment la certification. Et puis l'État veut créer des richesses, avoir un équilibre fiscal, des sources de devises, une sécurité alimentaire, une durabilité économique et environnementale et un développement humain. Pour les producteurs, les investisseurs, alors tout ce qui est vert, je pense que vous voyez il est déjà acquis, j'espère. Et puis, sachez que bon, il y a 10 ans, tout était rouge, je dirais, dans ce tableau. Aujourd'hui, heureusement qu'il y a un contexte du pays qui permet justement à ce que le développement de l'aquaculture soit réel. Nous avons une offre du pays, nous avons des ressources naturelles, des infrastructures, des accès en mer, nous avons un code de travail, des accords de libre-échange, nous avons aussi aujourd'hui une charte de l'investissement actualisée, une stratégie nationale de développement de l'activité.
Nous travaillons toujours pour l'implication beaucoup plus des acteurs et notamment des autres parties prenantes de l'espace que nous utilisons. Il y a un travail aujourd'hui sur les études de marché, il y a des statistiques sectorielles qui existent. Tout ça, c'est des acquis aujourd'hui que nous avons et je pense qu'on a bien avancé grâce à tout le travail qui a été fait depuis le lancement de la stratégie ALUTIS. Après, nous avons besoin d'un cadre réglementaire de cette activité qui, j'espère, va sortir finalement. J'espère cette année, c'est ce qu'on nous a promis, le cadre légal de l'activité qui va nous définir, qui va nous donner une identité, qui va nous permettre après de mieux nous développer et de mieux défendre notre activité. Et puis une offre de formation qui est en cours également, une bonne compétitivité. Nous nous battons pour être compétitifs aujourd'hui sur le marché, même local, quand on a des produits importés qui entrent au Maroc. Je pense que tout le travail doit être fait pour assurer la protection du producteur national et assurer sa bonne compétitivité sur le marché. Et puis, nous avons aussi des risques sur les milieux d'élevage que nous avons aujourd'hui, de déclassement des zones telles que ce qu'on voit à Dakhla. On a besoin de réhabilitation de certains sites et de la protection des sites de production actuels. Et puis, on a besoin d'incitation fiscale, de fonds d'aide, on n'arrête pas de le demander, une offre de financement adaptée à l'activité avec ses risques et avec ses contraintes, et puis les intrants de l'activité qui ne sont pas encore d'actualité au Maroc, et je pense que ça va être discuté après, mais le coût des intrants fait que nous ne sommes pas encore compétitifs sur le marché. Juste 2 slides et je finis. Comment voit-on cette aquaculture? Est-ce qu'on voit que c'est une activité stratégique, nécessaire et vitale, ou que c'est une activité de luxe? Je pense que depuis les années 50, on l'a vu comme une activité peut-être de luxe ou de niche. Aujourd'hui, nous voyons cette activité comme stratégique, nécessaire et vitale. Il faut lui donner les moyens nécessaires en se demandant qu'est-ce qu'on a de spécifique au Maroc et qu'est-ce qui nous manque et qu'est-ce qu'il nous faut pour qu'on soit un leader dans cette activité au monde. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Si Husni. Vous avez interpellé l'ANDA, vous avez interpellé l'INRAS. Je propose d'écouter dans un premier temps Si Mohamed Idhella de l'INRAS. Donc, Dr Mohamed va nous présenter l'état de l'aquaculture au Maroc. Et puis ensuite, on donnera la parole à M. Abdelkoudous Mourchid pour les perspectives de développement du secteur aquacole. Merci beaucoup. Beaucoup de demandes et d'exigences de la part des professionnels, mais je trouve que l'aquaculture les présente peut-être à l'image du reste de l'industrie, au sens très large, mais peut-être avec plus d'insistance étant donné la fragilité de l'écosystème. D'accord, je vais essayer. Bonjour à tous. Alors, moi de même, je tiens à remercier les organisateurs, la FINIP et le CEPO pour l'organisation de cette manifestation sur la durabilité des ressources halieutiques marocaines. Et c'est un sujet de grande importance. Et la durabilité, comme l'a souligné M. Farage, c'est un élément clé. Et il fait partie de notre agenda tout le temps et tous les jours. Et aussi bien la durabilité de la ressource que également la durabilité des écosystèmes marins. Et pour la durabilité de la ressource, l'un des maillons clés, c'est le développement de l'aquaculture, comme l'a bien souligné Mme Driouche tout à l'heure. Alors, pour un développement durable de l'aquaculture, il faut un accompagnement, certes,
de la recherche scientifique. Et on est conscient à l'INRAS du rôle que doit jouer la recherche scientifique aquacole pour le développement de l'aquaculture marine nationale. C'est pourquoi l'INRAS, durant ces dernières années, a énormément investi dans la recherche aquacole, aussi bien pour la mise en place des infrastructures de recherche à terre, donc les stations et les centres de recherche spécialisés, et également des fermes pilotes en milieu marin pour compléter nos travaux de recherche. Et la question qui se pose, c'est quelle recherche et développement dont on aurait besoin pour assurer un développement durable de l'aquaculture. Nous avons mené une réflexion au sein de l'INRAS et on a défini 4 grandes thématiques de recherche pour vraiment contribuer dans la durabilité et le développement durable de l'aquaculture. Le premier, c'est bien sûr les potentialités, c'est ce que rapporte au site, donc au choix du site, les potentialités. Ça, c'est le rôle de l'ANDA qui définit les potentialités le long du littoral national. Mais nous, au niveau de recherche, on s'est beaucoup plus focalisé sur l'étude du fonctionnement des écosystèmes aquacoles, c'est-à-dire le suivi des évolutions de ces sites déjà identifiés par l'ANDA et également l'étude de l'interaction de l'aquaculture avec son milieu. Et là, on le fait à travers 2 programmes. Il y a le programme suivi océanographique et environnemental et également le projet de classement sanitaire. Le deuxième volet, le deuxième thème de recherche, c'est la diversification, c'est la zootechnie, c'est ce que rapporte le site zootechnique, c'est-à-dire là le travail de recherche qui vise la diversification des espèces et des techniques aquacoles utilisées au Maroc. Et cela, on le fait à travers 3 grands projets. Il y a le projet Nursery, c'est tout ce qui rapporte à la maîtrise des process de production de la semence, les alevins, naissins et plantules. Et le projet Tekakoa, c'est ce qui rapporte à la maîtrise de la technologie aquacole en mer. Et le dernier, c'est la ferme Frost, c'est un projet c'est un projet innovant visant à développer de nouvelles technologies marines. Le troisième volet de notre recherche porte sur la nutrition. Et là, c'est beaucoup plus la formulation et la fabrication d'aliments aquacoles basés sur les ingrédients disponibles localement, bien sûr, et aussi avec la recherche de nouvelles substitutions de la farine et de l'huile de poisson. Et là, on le fait à travers le projet Neofeed. Et les derniers champs thématiques de notre recherche portent sur la pathologie. C'est tout ce qui est suivi des maladies, de bien-être animal, des cheptels en élevage. Si je suis amené à parler de tous les travaux qu'on fait dans les différentes champs thématiques et les actions dessus, on va passer ici 10 heures. Mais c'est pourquoi je me suis beaucoup plus focalisé sur, je veux parler sur le projet Neofeed, qui intéressera beaucoup plus l'assistance, notamment les industries de la pêche. Alors, notre projet Neofeed, c'est le développement de l'aliment aquacole spécifique et performant en base d'ingrédients présents localement. Mais juste avant de vous présenter le projet, je tiens juste à vous faire un petit rappel sur l'aliment. Donc l'aliment piscicole initial, il est fabriqué essentiellement à partir de la farine de poisson à 40 à 45% et de l'huile de poisson à une hauteur de 20 à 25%. Et pour fabriquer 1 kg d'aliments piscicoles, on a besoin de 5 kg de poissons pêchés. Et l'indice de conversion de ces aliments initiaux, c'était de moyenne, il était de 2,2, c'est-à-dire on a besoin de 2,2 kg d'aliments pour produire 1 kg de poisson. Et ces aliments, il s'est avéré qu'ils ont un fort impact sur la ressource biologique. Évidemment, si on fait juste le calcul, avec un indice de condition de 2,2 et un besoin de 5 kg pour produire 1 kg d'aliments, donc on a besoin d'environ 10 à 11 kg de poissons pêchés pour produire 1 kg d'aliments, un kg de poissons d'élevage. Et également, ces aliments ils avaient un fort impact sur l'environnement avec une forte accumulation des phosphates, de l'ammoniac et des dépôts sous les cages. Actuellement, avec
l'avancée des travaux de recherche de par le monde, il y a tout un travail sur la nutrition. Et l'aliment actuel, il est beaucoup plus basé sur la substitution partielle de la farine de poisson à hauteur de 15 à 20% et de l'huile à hauteur de 10 à 15%. Et comme ingrédient utilisé pour la substitution de la farine, c'est d'autres composants comme le blé, le maïs, on a le soja, l'huile de palme et ainsi de suite. Et l'indice de conversion de ces aliments est autour de 1,8 à 2. Mais ça reste toujours avec un impact sur l'environnement et un impact sur la ressource. Et d'ailleurs, d'autres ressources. Pourquoi? Parce que on est en une compétition avec la consommation humaine. En utilisant le blé, le maïs pour l'aliment piscicole, alors qu'on en a besoin pour l'alimentation humaine. Et en plus, avec les changements climatiques, la production de ces denrées devient de plus en plus difficile. Et deuxièmement, on a créé d'autres impacts sur l'environnement. Par exemple, juste l'huile de palme, vous savez tous, la production de l'huile de palme, il a son impact énorme sur l'environnement. Donc, notre projet, en fait, c'est de développer un aliment futur. C'est ce qu'on a appelé EcoFit, donc c'est un aliment écologique. Pourquoi? C'est un aliment qui vise à avoir un faible impact sur l'environnement. Donc, un FIFO moins de 1. FIFO, c'est-à-dire fish in, fish out. C'est-à-dire le kilo de poisson qu'on va intégrer dans l'alimentation du poisson aquacole est inférieur à 1. Donc on aura une balance plutôt positive. Et il s'agira également d'un aliment qui doit avoir un faible impact sur l'environnement, donc un faible empreinte écologique. Et notre projet il est composé en 5 phases, si vous voulez. La première, c'est tout ce qui est étude. Là, il s'agit de la formulation et de la fabrication de l'aliment piscicole à partir des ingrédients disponibles localement et des aliments qui sont spécifiques par espèce. La deuxième étape, c'est la substitution. Donc, on va passer à l'identification des alternatives durables pour la substitution de l'huile et de farine de poisson, autre que ce qui est utilisé actuellement. Et également évaluer la part, ce qu'on appelle la part énergétique, protéines, lipides. Une fois fabriqué, nous passons donc à l'étude à des essais d'alimentation donc des poissons pour voir les performances de cet aliment produit et également d'évaluer son efficacité, c'est-à-dire l'indice de conversion. Une fois nos résultats sont satisfaisants et on obtient des performances intéressantes, donc on va passer par la suite à l'optimisation des protocoles de production et des prix de production. Et enfin, la dernière étape, c'est réellement le développement. Et ça va être le relais des industriels, donc pour le développement de l'industrie, de la production de l'aliment. Actuellement, nous sommes à la troisième phase sur 3 aliments. Le premier, c'est un aliment en base de farine issue de l'industrie agroalimentaire de la crevette. Donc on a remplacé en partie la farine de poisson par la farine issue des coproduits de crevettes. Le deuxième élément, c'est à la base d'ingrédients, des coproduits de l'industrie de macroalgues. L'industrie de macroalgues est beaucoup plus basée sur l'extraction de l'agar-agar, mais le reste, donc les coproduits, il s'est avéré qu'ils sont très riches en protéines et lipides et que peuvent être utilisés comme ingrédients de substitution d'une part de la farine et l'huile de poisson. Et le dernier, c'est un aliment qui est basé sur les macroalgues. Donc voilà, à travers ce projet, vous voyez que l'industrie de transformation, donc l'industrie de la pêche, est très sollicitée à travailler en partenariat dans le cadre de ce projet, parce qu'on va utiliser beaucoup plus, on va valoriser et utiliser beaucoup plus les produits issus de l'industrie, et également elle est appelée à développer elle-même et à prendre la relais par la suite pour la production de l'aliment piscicole national, et donc on y sera beaucoup plus indépendant de l'importation de l'extérieur. Donc il y aura une autosuffisance de l'un des intrants de l'aquaculture, je vous dis. Et je vous remercie. Je sais pas qu'est-ce que... Merci beaucoup, Si Husni. Peut-être les opportunités de circuit court
en économie circulaire au niveau des régions pour la réhabilitation ou la réutilisation des têtes et des viscères de sardines et de poissons en tant que new feed pourrait être aussi de bonnes pistes pour aller dans le développement durable. On va aller un petit peu plus loin avec l'aquaculture avec monsieur Abdelkoudous Mourchid de l'ANDA, l'Agence nationale du développement de l'aquaculture, pour voir un petit peu les perspectives d'avenir et peut-être répondre directement ou indirectement à certaines questions posées par la profession. Bismillahirrahmanirrahim. Ce que je vais faire, c'est bon, ne pas répéter, d'abord parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps, ne pas répéter ce qui a été déjà dit par mes prédécesseurs, c'est Hosni et Seyed Hella, que je remercie. Et je vais aller directement. Voilà. Aujourd'hui, il y a à peu près 425 espèces concernées par l'aquaculture. Mais attention, hein, sur les 425, il y a à peine une trentaine qui vraiment sont exploitées par l'activité aquacole à proprement dite. Et si nous regardons ce schéma que vous voyez devant vous, c'est un comparatif qui nous montre un peu l'évolution entre 1997 et 2017, c'est-à-dire en 20 ans. On est passé d'environ 36 millions de tonnes à quelque chose comme 112 millions de tonnes. Algues comprises, et non seulement algues comprises, mais c'est que les algues représentent presque 25%, presque le quart de la production. Cette évolution a été caractérisée par une croissance du volume et de toutes les activités de la chaîne de valeur. Progrès technologique et biosécurité, en particulier les écloseries, les systèmes en circuit fermé, la technique du biofloc qui est certainement une technique qui va prospérer, qui, à mon sens, ça va être l'aquaculture du futur, et puis bien sûr l'offshore. La nutrition des poissons, réduction de l'utilisation des poissons sauvages, comme ça a été dit par mon collègue Seyed Hella, et aussi des progrès au niveau génétique, sans compter la progression spectaculaire de l'élevage des bivalves et des algues, et on va savoir tout de suite pourquoi, et bien sûr une diversification des débouchés. Pour ces derniers, la destination de la production aquacole ne concerne plus seulement l'alimentation mais aussi humaine, mais aussi l'alimentation animale, la pharmacologie, la cosmétologie, les biofuels, les fibres naturelles et bientôt, ça a commencé déjà, les biopolymères en substitution du plastique. Puis bon, une évolution aussi dans les considérations environnementales, c'est-à-dire on se dirige de plus en plus vers les espèces extractives comme les algues et les coquillages parce qu'ils ont une empreinte carbone négative. Et bien sûr, bon, la contribution à la réalisation des ODD. Et sur l'image de droite, bon, il y a l'ODD numéro 14, bien évidemment, puis bon, il y a tous les autres, lutte contre la pauvreté, la sous-alimentation, etc. Alors, maintenant, en ce qui concerne, on a vu donc cette évolution ces 20-25 dernières années, mais quelles vont être les projections? Alors, l'aquaculture est le secteur de production alimentaire qui croît le plus vite en ce moment dans le monde. En 2020, il y a eu une production de 82 millions de tonnes. C'est Ababouche que je salue depuis ce pupitre, a certainement des chiffres beaucoup plus actualisés, ce qui représente 82% des espèces aquatiques commercialisables pour la consommation humaine. En 2030, c'est-à-dire dans quelques années,
cette proportion va passer à 62. Je crois que M. Babouche tout à l'heure, il avait parlé du chiffre de 65. Et puis les projections donnent le chiffre de 140 millions de tonnes quand on sera, Inch'Allah, 9,6 milliards d'individus. Ce qui veut dire que toute augmentation future de la consommation mondiale de poissons devra provenir de l'aquaculture. Bon, ça c'est un constat. Et ici, on peut voir que cette tendance, hein, si nous restons sur une progression linéaire, c'est-à-dire quelque chose comme 2 millions de tonnes par an, d'ici 2050, bon, il va falloir produire beaucoup. C'est inévitable. Sachant que la pêche, elle peut diminuer un petit peu, quelque chose comme 10%. Donc il faut produire plus, il faut produire mieux, c'est-à-dire durablement, et améliorer la productivité et la performance environnementale de l'aquaculture. Maintenant, c'est quoi la durabilité? Justement, pour l'aquaculture, il faut une aquaculture durable. Je ne vais pas lire la définition, mais tout le monde, quand on parle de la durabilité, bon, on cite les problèmes environnementaux. Si vous demandez à Google, il va vous sortir des listes et des listes de risques ou d'impacts, entre guillemets, négatifs, d'impact négatif. Et M. Hosni, tout à l'heure, il en a dit 2 mots. Les gens pensent encore que l'aquaculture... c'est mauvais, c'est beaucoup de pesticides, c'est beaucoup d'antibiotiques. C'est vrai, mais pas pour tout. Ça dépend de l'espèce, ça dépend du site d'élevage, ça dépend de la technique. D'accord? Alors, maintenant, étant donné ces diversités dans des espèces, des techniques, des sites d'élevage, il faut quand même qu'il y ait un indicateur de l'impact. Et il n'y a pas mieux que l'empreinte carbone, parce qu'en fait, il est valable pour toute activité, et comme ça, on peut faire des comparaisons, non seulement entre activités aquacoles, mais de l'aquaculture avec d'autres activités. Et puis, dans quel domaine on va utiliser cet indicateur? Parce que, bon, par exemple, l'utilisation de l'antibiotique, oui, bien sûr, on peut chiffrer, mais quand on parle durabilité, il va falloir cibler aussi. D'accord? La première des choses, c'est l'utilisation des terres et de l'eau. Comme ça, on peut comparer avec d'autres activités. L'utilisation des aliments à base de poissons de capture, je ne vais pas revenir sur ce qu'a dit Dr Idhella, et la consommation d'énergie. Je crois que rien qu'avec ces 3, nous pouvons travailler mieux pour définir et pour programmer une aquaculture durable. Alors, en ce qui concerne l'utilisation des terres, bon, c'est juste à titre d'exemple, par exemple, les étangs piscicoles produisent quelque chose en moyenne dans le monde 2 à 3 tonnes par hectare par an. Mais en fait, la tendance, c'est d'intensifier la production de ces étangs. En Chine, on arrive à 15 tonnes par hectare par an. En Thaïlande, pour le poisson-chat, à 100 tonnes par an, 100 tonnes par hectare par an. Mais si on utilise les cages en mer, on peut intensifier davantage, et aussi si on utilise les systèmes en recirculation d'eau, c'est-à-dire ce que nous appelons communément circuit fermé. Ce qui veut dire, donc, plus on intensifie, plus on va baisser la consommation d'eau par tonne produite et aussi l'utilisation des terres. En ce qui concerne l'autre indicateur, enfin, utilisation des aliments à base de poissons de capture, hein, si on regarde en 1990, les ingrédients utilisés dans la composition d'un aliment, ouais, c'était à peu près 4, 5 aujourd'hui, on est aux alentours de 10 ingrédients. C'est pas
tant pour des considérations environnementales, c'est aussi une question de prix. La farine et l'huile de poisson coûtent beaucoup plus cher que d'autres ingrédients d'origine végétale. Et ces changements non seulement dans la nature, mais aussi dans le nombre des ingrédients. En regardant c'est-à-dire, bon, comme j'ai dit, bon, ça peut nous permettre de comparer. Ici, on peut par exemple regarder facilement que l'aquaculture, c'est l'un des domaines qui pollue le moins en termes d'empreinte carbone et aussi en termes d'efficacité. Pour produire 1 kilo de saumon, on a besoin de lui donner 1,2 kg d'aliments, alors que pour le bœuf, il faut lui donner 8,7 kg. Pour le troisième point, la consommation d'énergie. Donc plus on intensifie, parce que l'intensification est inévitable, hein, plus on intensifie, plus en même temps, il y a le revers de la médaille, c'est-à-dire on va consommer beaucoup d'énergie. Un étant en extensif, bon, on n'a pratiquement pas besoin d'intervention ni d'énergie, alors que quand on intensifie, la consommation d'énergie augmente et bien sûr le gaz à effet de serre. Et l'empreinte carbone va dépendre de la nature de l'énergie utilisée. Si c'est une énergie renouvelable ou si c'est à base de carburants fossiles ou ce qui est entre les deux, par exemple, source hydroélectrique. Et aussi, ça dépend du système, si nous travaillons en offshore ou si nous travaillons à terre en circuit fermé. Et si je donne juste un exemple rapide pour illustrer tout ça, comme vous voyez sur l'image d'au-dessus, bon, vous avez un système en circuit fermé à terre de production de saumon aux États-Unis. Et l'image B en bas, c'est toujours la production de saumon mais en cage. Et en termes de production, l'empreinte carbone, elle est plus que le double en ce qui concerne la production à terre. Ça, si nous considérons seulement la production. Par contre, si nous continuons le raisonnement en regardant toute la chaîne de valeur, le froid, le fret, etc., on va voir que l'Américain qui consomme le saumon produit à terre sur place, l'empreinte carbone n'a pratiquement pas bougé, elle est passée de 7 à 7,4. Par contre, le saumon produit en Norvège, en cage, il est passé de 3,39 à 15. Et on va voir un peu sur ce schéma. En bleu, c'est à gauche, en bleu à gauche, c'est l'aliment, c'est-à-dire c'est la part de l'aliment dans l'empreinte carbone. En vert, tout en haut, c'est la part de l'énergie, et vous voyez que ça dépend de l'énergie, d'accord? Et ce qui est en rouge, c'est le transport. Vous voyez que le transport reste quand même le moyen, enfin, ou le facteur qui pollue le plus dans la chaîne de valeur aquacole. Alors pour cela, les impacts environnementaux de l'aquaculture varient selon le niveau d'intensité, bien sûr, de la production. C'est sûr qu'il y a une diminution de l'utilisation des terres et de l'eau, mais il y a aussi une augmentation de l'énergie, l'alimentation à base de poissons, la pollution de l'eau. La pollution de l'eau, bien sûr, elle est de plus en plus maîtrisée aujourd'hui, surtout avec les plans d'aménagement dont a parlé Sir Hosni tout à l'heure. Et puis, bien sûr, les risques de maladies, les risques génétiques, etc. Et puis aussi, les impacts dépendent beaucoup des espèces élevées. Sur cette échelle que vous voyez devant vous,
Les espèces carnivores comme le saumon, la crevette, ils vont avoir une empreinte carbone beaucoup plus supérieure que les espèces herbivores comme la carpe, le tilapia, poisson-chat, et une empreinte carbone négative comme dans le cas des bivalves et des algues. Et ici, c'est juste un schéma qui montre quelles sont les espèces qui, par exemple, l'anguille, elle a besoin d'un aliment qui contient quelque chose comme 38% de farine de poisson, alors que la carpe, c'est seulement 1%. Quand on la nourrit, des fois on ne la nourrit pas. Alors ici aussi un autre exemple pour montrer que le simple fait de changer d'espèce et de technique, comme ici par exemple, pour la production d'une tonne de crevettes en Thaïlande, on est passé de la crevette monodone à la crevette vanamei, qui est aujourd'hui la crevette la plus cultivée au niveau du globe. On a énormément économisé sur le terrain, l'eau, l'énergie et la nourriture. Donc, améliorer, c'est toujours possible. Alors, pour améliorer justement la productivité et la performance environnementale de l'aquaculture, des recommandations générales qu'on va trouver un peu dans la littérature, toujours l'aménagement du territoire, le zonage, les incitations, mais il faut les cibler, d'accord, accroître les investissements dans l'innovation et le transfert, c'est-à-dire la recherche et développement. On voit ici, par exemple, la sélection à la génétique, la lutte contre les maladies, la nutrition, c'est un peu ce qu'a évoqué Dr Idhella tout à l'heure. Et pourquoi pas réorienter la consommation de poissons vers des espèces d'élevage à faible niveau trophique, c'est-à-dire à faible empreinte carbone. Alors ici, c'est juste une analyse, l'avant-dernier slide, pour le développement de l'aquaculture durable au Maroc. Je ne vais pas lire tout le tableau, loin de là. C'est juste pour vous dire que on peut regarder, supposons la première ligne, évolution de la demande. Le constat, il y a une forte demande. La mesure, il faut produire plus. Les exigences préalables, il faut inciter. De toute façon, c'est un secteur nouveau au Maroc. Il faut des incitations économiques, fiscales, etc. Et après, techniquement, sur quoi on doit jouer, bien sûr, l'intensif, comme je l'ai dit, des cages, les circuits fermés, biofloc. Et puis, de plus en plus, on se dirige vers des espèces à cycle court. Pourquoi la crevette? Pas la crevette. En 3 mois, on a une taille commerciale. Et donc, on peut faire 5 cycles à l'année minimum. 5 à 6 cycles si on est en élevage complètement contrôlé. Et puis se diriger vers les espèces à un taux de conversion de l'aliment le plus bas possible. À titre d'exemple, si je compare la dorade avec le maigre, la dorade, il faut 2 kilos, plus de 2 kilos pour faire 1 kilo de dorade. Pour le maigre, il faut à peu près 1,2 kg pour faire 1 kilo de maigre. Mais bien sûr, c'est encore le marché qui détermine quelle espèce on doit produire aujourd'hui. On ne peut pas être détaché du marché non plus. Alors donc, dernier slide, c'est juste pour résumer pour le développement de l'aquaculture, un développement durable de l'aquaculture au Maroc. On va booster le secteur avec des incitations ciblées. La planification dans l'aménagement avec, bien sûr, le trio site d'élevage, espèces et techniques, et qui se solde à la fin par une acceptabilité environnementale et un plan de surveillance et de suivi environnementaux. Et bien sûr, ces plans d'aménagement, ils tiennent compte de la capacité de charge pour ne pas avoir, comme on l'a vu tout à l'heure sur l'image qu'a exposé Hosni de Chine, je crois, c'est ça. Et puis bien sûr, insister dès le départ sur la biosécurité et les bonnes pratiques, parce que on peut produire, mais le coût du sinistre ou d'une catastrophe écologique est beaucoup plus important que ce qu'on imagine en termes
de fuite, de génétique, etc., de biodiversité, c'est beaucoup plus cher que ce que nous pensons. Et enfin, le développement des marchés proches. On a vu le coût du transport et son importance dans l'empreinte carbone. Donc, il faut viser les marchés locaux ou les marchés très proches qui ne demandent pas beaucoup d'efforts de transport. Et je vous remercie. Merci beaucoup, Sir Abdelquddous.